Toujours en direct depuis le Stade Jean-Bouin pour cette 6e sommet du Grand Paris. Urbanisme inclusif, projet à impact pour le Grand Paris. Donc, je suis accompagné sur cette table ronde avec Alexandra François Cussac. Depuis 30 ans, vous œuvrez dans la promotion immobilière et créez en 2011 la société de promotion immobilière privée, AFC, spécialisée dans l'habitat résidentiel. Vous intervenez sur tous les segments, depuis l'entrée jusqu'au haut de gamme, pour les accédants à la propriété comme pour les investisseurs institutionnels ou privés. AFC est implanté en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et également en Île-de-France. À vos côtés, Benjamin Pradel, vous êtes urbaniste, sociologue et rapporteur d'une étude sur l'urbanisme inclusif porté par l'Impact Tank. Vos sujets de prédilection, l'espace et le temps, la mobilité et l'habité, l'urbanisme transitoire au sein de votre structure intermède et plus globalement de la fabrique de la ville. Et nous sommes également accompagnés de Fleur Cabelli, alumnus de l'école urbaine de Sciences Po et de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, amoureuse de géographie. Vous avez débuté votre carrière dans l'immobilier avant de partir chez The Boson Project pour mieux venir percuter et transformer les acteurs de l'immobilier depuis l'extérieur. Eh bien, on va percuter les acteurs de l'immobilier qui sont ici présents. Avec cette première question pour vous, Benjamin Pradel, on parle beaucoup de l'urbanisme bon pour l'environnement et peu de l'urbanisme bon pour ce fameux social, ce RSE qu'on oublie trop souvent. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de revoir un peu les choses ? 1, 2, oui. 3, 4. 3. Merci, bonjour à toutes et à tous. Revoir un peu les choses, je ne sais pas, mais peut-être repenser l'urbanisme et le développement durable et l'urbanisme durable sur ces deux pieds que sont effectivement la dimension environnementale qui a été beaucoup investie ces dernières années à travers l'ensemble finalement des dimensions de la fabrique de la ville, depuis la production d'espaces publics jusqu'à la promotion des projets urbains, et peut-être reparler un peu de cette dimension effectivement du social, de l'urbanisme durable et d'inclusion sociale pour non pas la remettre au centre du viseur, mais peut-être pas trop la perdre, puisque la fabrique de la ville est une fabrique d'espace. On parle beaucoup de bâtiments, on parle beaucoup de voiries, on parle beaucoup de logements, on parle beaucoup de fonctions, de mixité, etc. Mais bien sûr, elle conditionne et elle est une matrice des processus de socialisation, d'inclusion, mais aussi d'exclusion. Et aujourd'hui, si on a une crise climatique, elle est effectivement en premier lieu ancrée dans des problématiques environnementales très fortes, mais ces problématiques environnementales peuvent être accélérées, voire taclées par des crises sociales qu'il ne faut justement pas oublier de traiter. Et j'en prendrai un exemple, mais que tout le monde a en tête, sur des engagements politiques autour de la ZFE et les impacts sociaux et en termes d'inégalité qui ont été projetés rapidement après la mise en place, ou en tout cas la réflexion sur ces ZFE, qui sont venus percuter totalement les ambitions environnementales de ces espaces. Voilà, donc l'urbanisme durable, il a une dimension environnementale, et justement ne pas oublier l'impact de l'urbanisme durable environnemental sur la question sociale. On va revenir dans quelques instants sur le rapport que vous avez rendu, sur les préconisations, sur les indices que vous mettez en œuvre pour rendre possible développer des initiatives au niveau local que vous avez répertoriées dans le rapport dont la Tribune est partenaire. Mais avant de venir également avec vous, Fleur Cabelli, sur l'humain qui est au centre pour vous, les bosons, je rappelle The Boson Project, j'aimerais donner la parole à une promoteur, à quelqu'un qui a les mains dans le cambouis. Alexandra François Cussac, votre mission, c'est imaginer et bâtir les logements accessibles, inclusifs et durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est important cette notion d'inclusif ? Alors oui, c'est vrai que chez AFC Promotion, on a une dimension humaine assez forte depuis toujours. C'est dans notre ADN parce qu'on a beaucoup produit de logements abordables, d'immobilier résidentiel, puis d'habitat, puisque le rapport de l'insertion déjà de nos bâtiments dans le quartier, dans la ville, était déjà un sujet. Donc la porosité des bâtiments entre eux. Et puis après, on s'est interrogé sur la porosité des habitants entre eux. Et puis le rapport des habitants avec leur espace intime et puis leur espace partagé. Donc tout ça, c'est des questions qui finalement nous ont poussés progressivement pendant plusieurs années à travailler ce qu'on appelle désormais l'architecture d'usage, plus que l'architecture
où on nous a beaucoup fait travailler sur les fronts de rue, sur les bâtis, sur nos façades, sur nos gabarits, etc. On s'est interrogé sur la place de l'humain dans les bâtiments qu'on construisait. Et quand vous réfléchissez en ces termes, et ben vous vous interrogez sur la manière dont les gens vont se croiser, la manière dont les gens vont se parler, la manière dont les gens vont se rencontrer. Et vous allez vous apercevoir, quand vous essayez de répondre à cela, que personne n'a les mêmes besoins. Qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 70, on n'a pas du tout la même approche. Qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas. Qu'on soit un jeune actif ou un étudiant, c'est encore d'autres choses. Et donc petit à petit, juste pour faire court, notre manière de produire de l'habitat est devenue de moins en moins généraliste et de plus en plus spécifique. Et c'est là où l'humain est intervenu. C'est dans cette approche qui a aujourd'hui complètement changé notre manière de travailler dès la conception de nos bâtiments et dès l'approche même avec les élus pour faire le lien avec la table ronde précédente. On va revenir sur cette notion d'intime et d'extime dans quelques instants avec vous, mais j'aimerais vous donner la parole à vous, Benjamin Pradel, puisque vous avez fait un travail véritablement, je dirais, empirique sur ces notions, ces indices. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes sur les moyens de revoir sa façon de concevoir la ville, de la construire, cette fabrique de la ville qui est au centre de votre rapport? Alors, c'est vrai qu'avec l'Impact Tank, on a eu à cœur de synthétiser un peu un ensemble de prescriptions ou en tout cas un ensemble de pistes pour un urbanisme plus inclusif et à définir un peu un concept, l'urbanisme inclusif, qui a un périmètre très large mais qui n'existe pas vraiment en soi en tant que notion scientifique, on va dire, pour utiliser des gros mots. Mais on n'a pas fait que ça, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un rapport, un gros rapport quand même, hein, il faut le lire, il fait plus de 160 pages. Dedans, on a 187, vous en savez mieux que moi. Plus que moi. Donc c'est un rapport qui propose à la fois une définition du concept, mais aussi qui recense plus de 58 initiatives sur le territoire du Grand Paris, qui en analyse 9 en profondeur et qui propose aussi pour tous les acteurs privés et publics un référentiel d'impact avec pas moins de plus de 90 entrées pour faire des évaluations de ces projets et toute une méthode en fait pour réfléchir à la dimension inclusive de tout type de projet qui va porter sur la gestion, la fabrique, la production de l'espace. Que ce soit des projets complexes, que ce soit des projets de voirie, que ce soit des projets multifonctionnels. C'est un référentiel d'indicateurs. C'est un référentiel, c'est la première étape d'un référentiel d'indicateurs qui jusque-là n'existait pas sur cette thématique-là. Et le rapport propose également une cinquantaine de recommandations très opérationnelles, pragmatiques, qui sont pas portées par nous ne les avons pas inventées, mais qui sont reprises d'un ensemble d'acteurs qui œuvrent dans le champ de l'immobilier, de la fabrique de la ville, de la question du genre, du vieillissement, de la solidarité sociale de l'ESS, et qui, eux, proposent des solutions importantes, envisageables, opérationnalisables pour une ville plus inclusive et un urbanisme en tant que pratique plus inclusif. C'est encore à l'état d'embryon. Je vais donner la parole à quelqu'un qui a... Voilà, vous êtes du côté des promoteurs. On le sait bien, aujourd'hui, c'est pas au centre des préoccupations des promoteurs. On parle souvent, il n'y a pas cet investissement qui est donné. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous, chez AFC, c'est quand même devenu central? Puisqu'on parlait des objets... Enfin. Vous savez, j'ai présidé la Fédération nationale des promoteurs immobiliers pendant 6 ans. Donc je sais comment les promoteurs ont... le devoir permanent de s'adapter, de décrypter, de se projeter. Donc on a été traversé, on l'est encore par des transitions, très structurantes. On a beaucoup parlé, l'écologie et donc l'énergie, le numérique, etc. Et c'est vrai que peut-être l'impact sociétal des projets a été vu de manière un peu, pas non prioritaire, mais peut-être à traiter dans un deuxième temps. Et du coup, tout le monde s'est vraiment concentré sur la décarbonation de nos activités. La dame de Géant en parlait très bien, sur des modes constructifs qui vont être différents. Est-ce qu'on construit hors site? Est-ce qu'on construit est-ce qu'on fait de la terre crue? Est-ce qu'on fait de la paille? Est-ce qu'on fait du béton propre? Donc, toutes ces questions-là qui sont centrales, elles ont un petit peu effacé ou mis de côté le sujet de l'impact sociétal. Chez FC Promotion, moi je l'ai dit, c'est notre ADN. Donc, bien sûr que nos activités, comme tous les promoteurs, sont sur la voie de la décarbonation. On n'a pas
le choix, c'est réglementaire, et c'est réglementaire encore plus contraint à très court terme avec les étapes de 2025 et 2030. Mais il faut quand même aussi rendre hommage à tous les bureaux d'études qui nous entourent, les AMO, etc., qui sont là pour nous faire progresser, nous accompagner. Donc on est aidés là-dessus, et la voie est en marche. Par contre, notre ADN, c'est effectivement d'essayer de constater quelles sont les grandes tendances au regard de l'humain. Et on a constaté, grâce notamment à des études, à des sociologues, à des gens qui travaillent là-dessus de manière permanente, comme mes amis à côté, de tendances de fin de métropolisation, de tendance à la montée de l'individualisation, mais aussi parce qu'on a envie d'être chez soi et de vieillir chez soi. On a constaté un certain nombre de tendances de fond, et donc qui ont conduit aussi à une mobilité résidentielle où les gens ont commencé à partir un peu des métropoles. Nous, on travaille à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, en Île-de-France, hein, et on voit bien que les personnes qui partent, qui s'éloignent de la métropole, pour parler des Parisiens, ils ne sont pas partis à Toulouse ou à Nice. Hein. C'était pas la grande majorité. Ils sont allés dans le territoire périurbain pour aller chercher quoi? Pour aller chercher de la qualité de vie, pour aller chercher des logements plus abordables, pour avoir une vie qu'ils considèrent comme plus heureuse. Et donc on s'interroge évidemment, et beaucoup l'ont fait, sur la notion de la ville heureuse. Qu'est-ce que c'est que la ville heureuse? La ville heureuse, c'est une ville, selon nous, hein, encore une fois d'après nos constats, notre expérience, dans laquelle l'humain évolue dans un sentiment plus sécurisé, plus sécuritaire, dans un environnement, avec une échelle peut-être un peu plus douce. On a parlé beaucoup de recours avant, il y avait, pour avoir étudié beaucoup de recours à la fédération, on sait que l'échelle agresse aussi beaucoup les gens qui la subissent. Hein. Chantier, c'est beaucoup de nuisances, et en plus on se retrouve avec un immeuble de grande hauteur, c'est compliqué. Donc cette question d'échelle est très importante. Donc la ville heureuse, c'est une ville où les gens vont pouvoir se croiser, vont pouvoir se rencontrer et avoir une qualité de vie beaucoup plus importante. Je comprends, et j'aimerais, avant de donner la parole à Fleur Cabelli, qui a travaillé, qui a été rencontrer les élus qui sont excessivement importants dans la construction, la fabrique de la ville, j'aimerais que vous reveniez sur cette notion d'intime et d'extime, en quoi il est essentiel aujourd'hui, et ça rejoint le travail de M. Pradel sur le fait qu'il faut que cette notion d'inclusif infuse sur l'ensemble de la fabrique de la ville. En fait, ce qu'on a essayé de produire chez AFC comme modèle d'habitat, au-delà évidemment qu'il y a une constante et une contrainte de rester très abordable et d'avoir une approche décarbonée, c'est aussi de pouvoir donner aux gens des espaces personnels, des espaces intimes, parce qu'ils le réclament. Ils ne sont pas tous prêts à la colocation, notamment les seniors. Hein. Plus facile quand vous avez 20 ans, que vous avez 60, 65, de faire de la colocation, ça se comprend. Donc leur réserver un espace intime, et on a des espaces complètement intimes, ce sont des petits appartements, plus ou moins grands d'ailleurs, assez réversibles, assez modulaires, parce qu'on pense aussi à demain et à l'après. Et on s'est aussi imposé de développer des espaces communs. Mais les espaces communs, ça ne doit pas être une salle commune et puis vous jouez aux cartes là-dedans et puis voilà. Il faut essayer de travailler sur l'ensemble des espaces mutualisés qui vont être à la fois dedans, qui vont aller à la fois dehors, et qui vont générer aussi une évolution notamment par exemple des seniors, puisque c'est vraiment, nous, une population spécifique à laquelle on s'adresse, qui est d'ailleurs au passage intergénérationnel, hein, parce que quand vous faites de l'habitat de 60 à 95 ans, vous avez déjà 3 générations de seniors. Donc ce sujet de l'entraide, ce sujet de se parler, de se rencontrer, on a fiancé le premier couple de seniors dans une de nos résidences le mois dernier, on était très contents, donc ça génère aussi des rencontres qui peuvent être des rencontres amoureuses. C'est le sujet de la vie heureuse à la retraite. Et donc, ces questions-là, cette architecture d'usage que l'on doit créer aujourd'hui, elle est extrêmement inclusive parce qu'on s'est posé les questions en amont, qu'on a conçu ça en amont et qu'on s'est appuyé sur des gens qui étudient, qui savent et qui décortiquent pour nous. Merci. Je rappelle à tous les élus qui sont dans la salle que vous pouvez vous rapprocher de vous tout au long de l'année, puisque vous avez un projet dont on ne parlera pas, un projet novateur, donc en direction de ce public, parce que c'est ce qu'on a vu avec vous, Benjamin Pradel. Il y a tous les publics, c'est ça l'inclusion, c'est de prendre en compte l'ensemble des publics, quel que soit leur... Je vous invite véritablement à lire cette très bonne enquête publiée en accord avec la Tribune, mais je voudrais donner la parole, puisque Fleur Cabelli, vous n'avez pas encore pris la parole. Vous travaillez, si je comprends bien, je vais être un peu provocateur, les promoteurs maintenant ils sont un peu déconnectés.
c'est bien ce que j'ai compris le message sous-jacent, c'est que vous cherchez à rapprocher les promoteurs des collectivités. Vous avez été interroger les édiles et qu'est-ce que vous en retenez en quelques mots? Et l'étude n'est pas terminée. Hein. Alors vous essayez de là me mettre tous les promoteurs de la salle à dos, mais je vais expliquer pourquoi vous dites ça. Les promoteurs, ils ont été déconnectés. En effet, pendant des décennies, ils ont eu un marché qui était beaucoup trop facile. Tout ce qu'ils faisaient, de toute façon, ça se vendait. Et aujourd'hui, comme vient de l'expliquer Alexandra, ils font des efforts extraordinaires pour se reconnecter aux habitants, aux clients finaux, pour comprendre ce qui est vraiment attendu d'eux, pour construire des logements qui soient plus confortables, qui se permettent la ville heureuse. Heureusement, ils sont nourris par des études comme celle de Benjamin. Et il y a un autre client qui n'est pas le client final, mais qui est le maire. Et nous, quand on est allé rencontrer les maires pour le compte d'un promoteur, je vais vous raconter ça juste après, l'un des reproches qui a été très souvent formulé à l'encontre des promoteurs, c'est en fait, ils ne s'intéressent pas vraiment à mon territoire, ils viennent avec des plaquettes, ils viennent avec des produits tout faits, alors que moi, j'ai besoin qu'ils se mettent un peu dans mes chaussures de maire, qu'ils comprennent tous mes enjeux et qu'ils me proposent des choses vraiment sur mesure. Donc, il y a des transformations qui ont démarré très fort du côté des promoteurs. Ils font un travail assez extraordinaire qui a été fait depuis des décennies dans d'autres industries. Et là, ils ont un retard à rattraper. Et les promoteurs d'aujourd'hui portent un petit peu cet héritage qui n'est pas facile et le font très très bien. Ils rattrapent énormément de retard là en quelques années. Il y a aussi ce retard à aller rattraper auprès des maires, à aller engager un dialogue avec les maires pour comprendre leurs attentes, leurs besoins, qui sont immenses, qui dépassent de loin évidemment le levier promoteur, mais il faut que le promoteur soit en capacité de comprendre tous les enjeux que le maire a dans la tête, du ramassage des ordures à la biodiversité, au réseau, à la circulation dans ses rues, etc., pour construire des choses vraiment sur mesure. Et donc, oui, il faut se reconnecter au terrain, il faut retourner voir les maires. Et j'en profite pour présenter l'étude parce que vous en avez parlé. Nous, on a été mandatés par Bouygues Immobilier qui s'est dit on a besoin de savoir ce que les maires attendent de nous. On va lancer une étude là-dessus. Je trouve que ce mouvement, il est déjà forcément intelligent. Et on va demander à un tiers de le faire pour nous parce que ce sera moins biaisé, ce sera plus neutre. Donc, ils ont eu le courage de nous mandater, nous, consultants et laboratoires de recherche, pour aller interviewer pour eux une trentaine de maires qui ont la gentillesse et qui prennent du temps pour nous répondre parce qu'eux aussi ont plein de messages à passer aux promoteurs. Le livre blanc sera dévoilé le 14 novembre prochain sur le site The Boson Project. Et il y a également un forum Diversity Days le 9 octobre prochain au Théâtre de l'Européen. Pour clôturer cette table ronde, je vais donner la parole à Benjamin Pradel. Il y a énormément de choses dans votre rapport, mais j'aimerais, si vous aviez un témoignage, peut-être une initiative qui vous a marqué, que sais-je, la petite ceinture, enfin voilà, quelque chose que vous trouvez tout à fait, révolutionnaire, que vous pourriez, peut-être pas révolutionnaire, mais en tous les cas, voilà, que vous aimeriez devant nous, devant cet aéropage. Alors c'est toujours très difficile dans un rapport où je suis le rapporteur, donc garant d'une certaine égalité de traitement de l'ensemble des partenaires et puis aussi des projets qui sont traités d'en choisir un. Je dirais peut-être 2-3 choses très rapides pour conclure. Vous avez parlé de l'architecture d'usage. Effectivement, aujourd'hui se développe énormément ce qu'on appelle l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage, qui est l'idée de prendre en compte l'ensemble des besoins des usagers dans les projets urbains, quelle que soit leur échelle. J'aimerais insister sur le fait que l'urbanisme inclusif, c'est ça, mais c'est aussi la question de la réduction des barrières d'accès pour les plus fragiles. Donc on a d'un côté la prise en compte de l'ensemble des besoins et de l'autre côté cette question d'inclusion qui n'est pas une question d'équité, qui n'est pas une question d'égalité, mais qui est une question d'abaisser les barrières pour les populations les plus fragiles, physiquement, cognitivement, socialement parlant, etc. Et on parlait tout à l'heure, le monsieur du Crédit Agricole disait nous avons aujourd'hui la charge de la cohésion publique. Et je trouve ça très intéressant par rapport à notre table ronde maintenant, puisqu'il est aussi demandé, en plus des contraintes environnementales, de rajouter une couche de contraintes d'inclusion ou sociale de plus en plus aux partenaires privés dans des projets partagés vis-à-vis d'une collectivité locale qui a des fois moins la main ou moins de financement. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose à rajouter en plus. Et dans ces projets-là, je trouve qu'il y a des acteurs, notamment de l'ESS, qui émergent et qui proposent des solutions. J'en mettrai un en avant qui est dans le rapport. C'est notamment la structure Caracol, qui est une structure qui travaille sur différentes métropoles en France. Et Caracol travaille à occuper des logements vacants le temps de leur trouver une trajectoire urbanistique vertueuse, destruction, réhabilitation, projet urbain.
les occupent pour le compte des propriétaires en mettant en place des colocations solidaires, notamment pour les primo-arrivants, les étudiants, et fait de très belles choses sur les territoires en France et est en train d'essaimer sur ce modèle-là. Et c'est bien l'objectif de l'Impact Tank et de ce rapport que de travailler à la valorisation de projets que nous pensons vertueux et facilement essaimables, opérationnalisables et articulables avec aussi les intérêts des différents acteurs de la fabrique de la ville. Sous vos applaudissements, ces 3 personnes qui œuvrent pour un urbanisme plus humain: Benjamin Pradel, Alexandra François Cussac et Fleur Cabelli. Dans quelques instants, nous retrouvons César Amand pour parler logement.